Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos raclette lovers, bienvenue sur le podcast Raclette, le podcast convivial, comme lorsque vous mangez une raclette entre amis, en famille ou avec votre belle famille si vous n'avez vraiment pas le choix. Régulièrement tout au long de l'année, nous vous proposerons des rendez-vous sur des sujets divers et variés avec des experts autour d'une table qui vont échanger entre eux, une vraie discussion sans intermédiaire, une discussion à bâton rompu, sans langue de bois, sans effet de communication, une discussion bio comme lors d'une bonne raclette. Ce format vous est présenté par la Caisse Out, un collectif de créatifs qui crée des contenus sur mesure pour les entreprises et les organisations. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur notre chaîne YouTube Caisse Out, K-A-I-2-S-A-O-U-T, ainsi que sur notre site caisseout.fr. Les Raclette Talks, ça commence maintenant. Écoutez, profitez. Et le son, la post-prod, la vidéo, la post-production. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos raclette lovers, et oui, parce qu'on est sur le podcast Raclette, donc c'est un podcast qui est convivial, un podcast comme si vous étiez entre amis, en train de manger une raclette, en famille, ou avec vos collègues de boulot, voilà, si vous êtes un peu masochiste, parce que les collègues de boulot, des fois... c'est pas funky. Non, je plaisante. Régulièrement tout au long de l'année, nous vous proposons donc des rendez-vous sur des sujets variés, des intervenants experts qui vont parler d'eux et on va aller dans leur intimité professionnelle là en l'occurrence. Et puis ce format vous est présenté bien entendu par la Caisse Out. C'est un collectif de créatifs. Voilà, on travaille, on fait des contenus pour les entreprises, les organisations en tout genre. Et aujourd'hui, le thème de notre Raclette Talk, donc, c'est autour de ces entrepreneurs qui innovent, l'innovation. Voilà, ils vont sur des sentiers inexplorés pour partager leur vision et faire bouger leur secteur. Donc on va tout apprendre d'eux. Avant de commencer, un grand merci au Madeleine Café de nous accueillir. Donc c'est un bar qui fait partie des espaces de coworking et de co-living de Ici Lundi qui est situé à Nantes. Allez, mes petites raclettes adorées, on démarre. Deux chefs d'entreprise sont avec nous au Madeleine Café. Et puis, comme on n'est pas sur BFM Business, vous avez l'habitude maintenant de nous écouter. Vous allez vous présenter, messieurs, avec une lettre de l'alphabet. Vous commencez votre phrase par une lettre de l'alphabet. On doit tout savoir de vous. Voilà, votre état civil, votre entreprise, comment elle s'appelle, etc., etc. Et on commence, Milad, par la lettre A. Commencer une phrase par la lettre A. C'est pas facile, hein? Pas facile, hein, finalement, hein, cette présentation. Ouais, je veux bien, ouais. Alors, je suis donc Milad Nouri. Je suis le CEO, cofondateur de la société L2C Technologies. Et voilà, on développe des solutions digitales dans le retail, voilà, comme on dit. Juste retail, même si ça fait partie de l'exercice pour qu'on comprenne. C'est de la vente, c'est du e-commerce en fait, commerce de détail. Bien sûr, on va détailler tout ça, hein, forcément. Exactement. La lettre B, Vincent. Alors merci, là c'est super simple. Moi je m'appelle Bioret, donc Bioret Agri, société spécialisée dans le confort animal. Nous on est basé à Nord-sur-Erdre. On fait 2/3 de notre chiffre d'affaires à l'export. Et donc, c'est une phrase normalement. Attention, Jean-Vincent. Comment ? C'est une phrase normalement. C'est une grande phrase avec des grosses virgules. C'est des points-virgules. Au bout d'un moment, il y a un point. Je te jure, je vais mettre le point. Faut respirer quoi. Et donc, on est basé à Nord-sur-Erdre pour la faire simple. Ok. Voilà. On va pas vous faire tout l'alphabet, rassurez-vous. Lettre C. Faut que tu continues à te présenter. Milad. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout parce qu'il faut commencer vraiment par la lettre. Ouais, c'est ça. Parce que toi, tu as dit alors. Je peux te donner un coup de main. Ouais. Challenge. Ouais, c'est très bien. C'est sur le thème d'aujourd'hui, entrepreneuriat, innovation. C'est un challenge, quoi, l'innovation. Oui. L'entrepreneuriat, c'est un challenge. Ouais. Le tout ensemble. Ok, exactement. Ça marche. La lettre D. Débrouillard, hein. C'est pour faire de l'innovation, être chef d'entreprise. Si t'es pas débrouillard, t'es mort. Ah ouais, mort. Carrément. T'es mort, ouais. Pas blessé gravement, mort. Non. Clinique. Genre encéphalogramme plat. C'est disons que en fait c'est au niveau de la trésor, ouais. C'est sur l'écran, ça fait pareil, sauf que c'est le compte en banque. Ok. On se fait une petite dernière lettre E. ET. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en tant qu'entrepreneur, on fait
Ça et autre chose. Excellent. Et pour pouvoir survivre, comme tu disais, on est obligé de tout faire, de presque. tout faire. De tout faire. Donc, surtout quand on démarre. D'avoir les mains un peu dans le cambouis, comme on dit. Ah bah oui. Au milieu de temps. Oui, de toute façon. Excellent. F, et puis on finit là-dessus et on part sur notre moment de partage. F, la ferme. Moi, je suis dans le matelas pour vache, donc la ferme. Calme-toi quand même, respecte-moi. Alors, la ferme avec des vaches, confort Excellent. animal. Je me serais pas permis. Et donc, oui, alors on parlait de main dans le cambouis. Moi, c'est plutôt avec les bottes. Et donc, pour ma part, c'est pas du cambouis. Excellent. Bon, on commence sur notre moment de partage. C'est vrai que l'innovation, messieurs, c'est un mot qui aiguise notre curiosité, mais aussi notre crainte, car finalement, elle nous demande de sortir de notre zone de confort, alors qu'on est bien dans notre petit cocon, conformiste des fois. Pourquoi adopter la ceinture de sécurité? C'est contraignant et certains finiront par avoir la tête coupée. Je ne veux pas être Marie-Antoinette, se disaient nos ancêtres. Mais pourquoi utiliser ces gros ordinateurs et les internets alors que le Minitel fonctionne bien? C'est un peu ça, les innovations. Elles ont révolutionné un peu notre quotidien. Entreprendre, amener une innovation dans son secteur, comment ça se passe finalement dans la tête de nos chefs d'entreprise? Déjà, est-ce que vous avez l'impression, vous, d'être innovant? Est-ce que vous vous dites, moi, dans ce que j'ai fait, dans ce que je fais, dans ce que je suis en train de monter, dans ce que j'ai monté, je suis innovant? Est-ce que c'est un gros mot? C'est un mot qui vous plaît? C'est quoi? Non, je pense qu'on innove tous les jours. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai essayé d'être innovant. Moi, j'ai commencé quand j'étais encore étudiant à Saint-Brieuc. C'était mon premier, on va dire, business model. J'avais 22 ans. Et l'innovation, il y a plein de formes d'innovation. Et là, et ça, c'est important de innover. C'est pas juste inventer quelque chose. Déposer des brevets, c'est pas ça, en fait, l'innovation. Là, on avait fait une innovation d'offres commerciales. C'était au moment de Groupon, à l'époque où Groupon marchait bien. Explique-nous juste pour ceux qui savent pas ce que c'est, Groupon. C'est achat groupé. C'est-à-dire qu'il y avait des offres et si on arrivait à regrouper une dizaine de personnes, on avait des réductions. Voilà. Et moi, à ce moment-là, mon père était associé dans une société de sécurité. Et on allait voir une zone industrielle et on a fait une offre commerciale de sécurité pour la sécurité de la zone, en fait, sous forme de groupon. On s'est dit, si vous êtes 5 à faire un contrat, c'est tant de prix. Le prix est tant par personne. Si vous êtes 10, si vous êtes 20, etc. Et ça, c'était déjà innovant. C'est pas très compliqué. C'est juste qu'on a mis en fait un business model qui était pas du tout dans cette industrie-là, et on a recréé une offre. En gros, c'est pas forcément inventer un objet qui n'ait jamais existé ou un service. Ça peut être d'adapter. Oui. C'est ça, en gros. C'est souvent ça. Innover, en fait, c'est vrai, c'est un mot valise. L'innovation, déjà à la base de l'innovation, t'as quoi? T'as un problème. L'entrepreneur, son job de tous les jours, c'est de résoudre des problèmes. Et rapidement, si possible. Ouais. Et sinon, pas cher. Si possible aussi, sinon ça grossit. Donc l'innovation, on parle par exemple d'éco-conception pour éco-concevoir, c'est de l'innovation, c'est dans le process de production. Après, on peut avoir de l'innovation par le design, on peut avoir de l'innovation par la fonctionnalité même du produit. Donc en fait, l'innovation, c'est vraiment à tous les étages. Ouais. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Et sympa d'ailleurs le Groupon là, c'était pas mal ça. Oui. L'innovation aussi dans le management. Aussi. Ça, il y a beaucoup de choses. En fait, on peut innover partout. On veut innover partout, mais ça vient surtout tu disais, un problème, quoi. T'es obligé d'innover quand t'es chef d'entreprise. T'es obligé, c'est obligatoire dans ta vie de toujours, ce que tu dis sur le management, où finalement tu peux aussi te baser sur ce qui existe déjà et les problèmes que tu résous, comme tu dis, Jean-Vincent, tu les résous finalement un peu comme Monsieur Tout le Monde, Monsieur Tout le Monde chef d'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Où t'es obligé d'aller chercher toujours des ressorts différents et d'être. Alors après, c'est ça dépend comment tu vis les choses. En fait, ça dépend qui tu es. Quels sont tes objectifs? Si le but de la manœuvre c'est de faire la même chose, répéter les mêmes concepts pour arriver au même résultat,
bon ben moi c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres. Le but de la manœuvre, il est d'identifier des problèmes et de les résoudre. Donc et à partir du moment où on en a résolu un, souvent tu vois les choses différemment, c'est-à-dire c'est Anne Roumanoff qui donnait cette définition-là, c'est ligne d'horizon, ligne imaginaire qui s'écarte au fur et à mesure où tu avances. C'est-à-dire plus tu avances, plus tu vois loin, et en fait c'est une espèce de mécanique. Plus tu innoves, plus tu innoves. C'est un comme cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. C'est comme quelqu'un qui s'entraîne au sport. Ok, t'as même besoin en fait. T'es obligé de trouver des solutions un peu à l'instar de ce que tu as pu trouver avant, des solutions innovantes, et t'es habitué à en trouver et à chercher de nouveau pour résoudre tes problèmes. Exactement. Et souvent on trouve des solutions et on se dit il manque quelque chose. Ah ouais? C'est-à-dire? Je sais pas, pour n'importe quel, quand on a un problème, ce qu'on fait d'habitude, on regarde sur Internet s'il existe déjà des solutions. Bon, tu regardes ce qui existe et tout, et tu dis, ça serait bien qu'il y ait ça en plus. Oui. Et en fait, très souvent, on commence des nouveaux business ou des nouveaux projets parce qu'il manque quelque chose sur les offres qui existent sur le marché. Il manque quelque chose qu'on aimerait avoir. Et en parlant, en fait, autour de nous, on se dit, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont besoin de ce produit-là, ils ont ce besoin-là. Et on arrive, en fait, à créer un business model. C'est en fait tout le concept de Lean Startup. C'est que Lean Startup, je ne sais pas si vous connaissez. Non. En fait, traditionnellement, quand on voulait faire un business model, lancer une entreprise, on allait faire une étude de marché. Étude de marché, étude marketing, benchmark, etc., etc. Et donc ça, c'est une nouvelle méthodologie qui est sortie. On va plus voir s'il y a vraiment une demande sur le marché pour une innovation ou un business model, parce que très souvent, c'est un produit ou un service qui n'existe pas. Donc on ne peut pas les demander aux gens qu'est-ce que vous pensez de ça alors que ça n'existe pas. Donc on va par contre partir du problème, d'un besoin, et on va trouver un petit cercle de personnes. Donc, on n'a pas besoin s'il y a 100 000 personnes qui ont ce besoin-là, mais il y a une dizaine de personnes. Donc, s'il y en a une dizaine, ça veut dire qu'il y en a plus. Et on part, en fait, construire une solution. On leur propose, on prend le feedback. Et en fait, toutes les startups qu'on voit aujourd'hui, ils suivent, en fait, le modèle Lean Startup. Tu l'écris comment? Juste pour... L-E-A-N. Startup. Okay. Alors, ça, c'est un type d'innovation qui peut aboutir à de l'innovation de rupture, c'est-à-dire répondre à un besoin qui est non exprimé. Ouais. Et donc, effectivement, c'est dans l'innovation, ça, c'est le plus chaud. Et parce que non seulement faut avoir l'idée, faut avoir les ressources, il faut réussir à faire prendre conscience aux gens qu'ils en ont besoin. Faut que ça soit rentable, faut que ça soit industrialisable, faut le marketer, c'est là quand on commence du début sur une innovation de rupture. C'est pour ça que dans les startups on parle souvent de cramer du cash. Et c'est vrai que là, ça crame énormément de cash. Alors après, t'as l'innovation incrémentale également, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va améliorer un petit peu quelque chose. C'est-à-dire mais ça peut être n'importe qui, quelqu'un qui balaye dans la rue ou un professeur chercheur regarde quelque chose et se dit tiens, je peux le faire un petit peu plus simple, ça va me gagner un petit peu de temps et tout le monde en a besoin. Et dit autrement, les gars sont embêtés tous les jours par le même truc, et puis finalement, personne n'a inventé réellement de solution. C'est ce que tu as vécu un petit peu. Du coup, c'était ton papa, en l'occurrence, Alain. Alors effectivement, donc nous on est dans le. Explique-nous parce que la genèse de l'entreprise. Là, il y a une vraie innovation là pour le coup là. Ouais, tout à fait. On a été classé dans. Il y a le SPACE à Rennes, c'est le salon de l'agriculture locale pour l'ouest de la France, et on a été reconnu comme les 100 inventions qui ont changé un petit peu l'agriculture française, et donc même mondial, on peut le dire. Ouais, alors maintenant on est à un niveau mondial. Ouais. Effectivement, on fait 65% de notre chiffre d'affaires à l'export dans plus de 70 pays, et en interne on a 8 nationalités.
Donc, mais pour revenir à la genèse, papa, et ma mère également, hein, ils étaient éleveurs, ils ont eu de vaches laitières, ils ont eu des problèmes de confort dans les logettes. Alors les logettes, c'est comme un espèce de petit dortoir pour vaches, et des problèmes au niveau des jarrets, des petits traumas, des petites maladies, des signes d'inconfort. Et c'était le début du confort animal, mais c'était vraiment lunaire à l'époque. Dans les années, quelles années là? Ouais, c'était 85, 90, voilà. Et en fait, il a eu l'idée de s'inspirer des aires de jeu pour enfants. Il a recouvert on coulait sur place des granules de caoutchouc. À l'époque, c'était déjà de l'éco-conception, parce que c'était des chutes d'essuie-glace. Okay. Et donc on coulait ça à la main avec une bétonnière, et on recouvrait ça avec une bâche de camion. Alors on s'est aperçu 5 ans après que là c'est moi quand je suis arrivé, en fait tout était en train de casser parce que l'acide lactique était en train de manger le plastique et que ça correspondait pas. C'est pour ça que maintenant aujourd'hui on le fait en caoutchouc. Néanmoins, ça part d'un problème d'éleveur et de comment trouver une solution dans l'élevage. Donc là c'était pour l'inconfort des vaches parce que finalement elles avaient des traumas. Et que derrière, ça pouvait y avoir des bêtes blessées ou mortes, c'est ça en gros ? Ouais, exactement. Alors, et donc, faut les tuer. Mortes, non, mais disons que après, on peut arriver sur des pathologies qui mènent à la réforme. Oui, c'est-à-dire pendant 1 an, on va essayer de traiter l'animal et puis finalement, son état de santé s'améliore pas et on est obligé de la réformer, comme on dit. Hein, voilà. Et coup, en fait, on peut voir d'ailleurs, excuse-moi, je t'interromps, mais on peut voir, ça c'est un exemple de sol. Normalement, c'est du sol dur, du béton, quoi, globalement. C'est ça, c'est du béton. Puis elle glissait, il y avait aussi des coups, des traumas, comme tu dis. Ouais. Et donc ça, c'est pour justement éviter ce genre de blessures. Exactement. Mais ça n'existait pas, donc. Et là, ça existait personne n'utilisait ça. C'est-à-dire personne en France, non. Ton papa, enfin, tes parents, qui ont créé ça, ils sont partis d'un problème, ils se sont dit, en fait, ils se sont pas dit on va innover. Ils se sont dit on va régler notre problème finalement. Ils ont innové, mais sans le vouloir. Voilà. Alors au début, quand il s'est lancé sur ce marché-là, on l'a pris pour un extraterrestre. Quand on a dit on va mettre des matelas pour les vaches, la réflexion qu'on avait, c'est bientôt les animaux vont être mieux que nous. Ah oui. Dans les campagnes, on l'entend encore un petit peu. Okay. On l'entend encore un petit peu. Mais bon, c'est logique. Tu te heurtes, c'est ça. Mais tu te heurtes aussi des fois au regard des autres, à leur incompréhension, à ce côté où toi, tu as une idée, tu veux la mettre en avant, mais c'est pas forcément compris aussi. C'est peut-être ça ce que tu nous expliques. Oui, ce que tu disais, quand on est on a des choses qui marchent, on se dit, ça marche, ça déconne un petit peu, mais pourquoi utiliser une nouvelle solution, quoi. C'est toujours ça quand on a des nouveaux process, des nouveaux produits et tout ça. On se dit mais pourquoi changer finalement? Et donc on a, souvent moi dans tout ce que j'ai lancé, j'ai dis-nous cette barrière. Explique-nous un petit peu. Moi j'ai vécu, donc je suis ingénieur en informatique de formation et j'ai fait mon stage de fin d'études chez Alcatel en Chine, à Shanghai. Et après je suis resté là-bas. Pour créer ma première société. En fait, du coup, finalement, j'ai jamais travaillé pour une boîte. J'ai créé ma société dans l'import-export. Parce qu'à l'époque, c'est en 2005, la Chine était devenue l'usine du monde, etc. On fabriquait tout en Chine. Et là, c'était c'était l'innovation parce qu'on m'a demandé, en fait, comme j'étais en Chine, c'est au moment des panneaux solaires, on commençait à en parler beaucoup en France. Un ami qui m'avait demandé si je pouvais trouver des panneaux solaires en Chine, un fabricant. Et c'est devenu de là, en fait. Et comme j'étais sur place, j'ai fait ce business-là. On est parti. Donc, en fait, en termes d'innovation, on n'a pas changé, en fait, le marché. C'est juste que moi, j'étais sur place. Donc, je pouvais aller voir les usines, je pouvais voir les produits, je pouvais contrôler la qualité des produits qui étaient expédiés. Et le business s'est construit autour de ça. Il y avait 0 étude de marché, il y avait 0 étude de benchmark ou quoi que ce soit. C'est parti d'une demande. Et autour de ça, on a une société, on est monté jusqu'à une 30aine de personnes au Brésil et dans d'autres pays en Asie. Et la société tourne toujours. Et à un moment donné, on est arrivé
Et on était dans notre zone de confort. En fait, la société... c'est une grosse notion, ça. La zone de confort, c'est une grosse notion. Ouais. Et c'est le plus gros danger pour les entrepreneurs, ça. Qui est relié directement à la résistance au changement. Ouais, exact. Qui est lié également directement au fait que pour qu'une innovation soit acceptée dans la société, c'est hyper compliqué. C'est tout le monde parle d'innovation, mais personne n'en veut. Ouais. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi la zone de confort pour les entrepreneurs. Parce qu'une fois qu'on a une affaire qui tourne, voilà, ça tourne. Pourquoi changer? Et moi, en fait, je l'ai vécu parce que nous, on faisait 0 prospection. On avait une 30aine de personnes avec 5 bureaux. Les clients venaient nous voir parce qu'ils avaient besoin de nous. Et du coup, alors, t'as voulu arrêter? C'est quoi? Tu t'en avais marre? Ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait 80% de notre chiffre d'affaires au Brésil. Et 2016, crise financière au Brésil. Ok. On a eu 3-4 gros clients qui ont fait faillite. Ouais. Et là, on s'est dit, en fait, le business model, il est pas très, ça va pas trop durer dans le temps. Et donc, moi, j'ai commencé à réfléchir comment je pourrais remplacer ma boîte avec la technologie. Et c'est comme ça que j'ai monté une start-up en 2017 qui s'appelait YouSourcing pour justement utiliser la technologie. Parce que j'ai analysé, en fait, et in fine, nous, on était juste intermédiaires. Et les clients, pourquoi ils travaillaient avec nous? C'est juste parce qu'ils nous faisaient confiance. Ouais. C'est tout. On créait de la confiance, on gérait le projet. On faisait rien d'autre. Et donc, je me suis dit, mais avec la technologie, on peut peut-être remplacer ça. Et j'ai monté cette start-up. On a sur la technologie blockchain. Alors là, c'était vraiment, voilà, t'étais l'ancêtre de la blockchain. Ouais, en 2000. Ouais, enfin, non, ça a commencé. Mais en 2017, dans notre industrie, on était les seuls en fait à lancer une solution pour la supply chain internationale en utilisant la traçabilité sur la blockchain. Et donc là, tout le monde était... alors que nous, on recevait encore des offres, des appels d'offres. Bon, on travaillait beaucoup avec la grande distribution par fax en 2015. Ah oui. Ouais. Là, aujourd'hui, on en rigole. Ça, ouais. À l'époque... Alors, rigolez pas trop, je suis dans l'agriculture. On l'a débranché l'année dernière. on l'a débranché une semaine. C'est marrant. Et on l'a rebranché immédiatement. Et excuse-moi, je t'interromps sur ton histoire, mais qu'est-ce qui communique par fax chez toi, par exemple? Nos distributeurs. De la grande distribution? Non. Alors quoi? nous, on a un réseau de distribution avec des gens qui revendent en local. Et en France, si en Franche-Comté ou dans certaines zones, fracture numérique, quoi. Ils aiment bien le fax. Là, on est dans le digital. Là, ça te fait. Mais nous aussi, on a été surpris. Hein, mais bon. Moi, je parle de la grande distribution. Alors là, je sais pas pour les citer, mais c'était Aldi. Le groupe Aldi nous envoyait. On avait 2015, dit pas de nom. Hein. Ouais, mais là, les appels d'offres en fax. Et c'était. C'est fou, quoi. Et donc, du coup, nous, on est arrivé avec cette solution super innovant parce qu'il y avait de la technologie blockchain dedans. Donc, tout le monde était intéressé. Mais le problème, c'est que il y a aussi le problème de timing dans l'innovation. Ouais. Si on innove trop tôt et que le marché n'est pas prêt, t'as tort. Je l'avais noté, le timing. Hein. J'avais noté, timing, mais c'est-à-dire que le gars qui invente YouTube 5 ans avant, je dis n'importe quoi, il est peut-être pas dans le bon timing. Et en fait, il se dit, mais attendez, c'était mon idée. Et en fait, il est passé à côté, quoi. Ouais. Mais ça, c'est d'un frustrant. Souvent, on dit que ça vous est arrivé peut-être. Oui, moi, ça m'est arrivé, exactement. Là, vas-y. Souvent, on dit que celui qui a innové, c'est pas lui qui fait vraiment l'argent. Celui qui a innové défriche. Et il y a quelqu'un qui arrive derrière, il a bien compris le concept, il industrialise et lui il fait l'argent derrière. Parce qu'en fait, l'idée c'est mature dans la tête à tout le monde, comment il aura pas cramé de cash, donc il arrive limite avec plus de puissance. Et c'est ça, il y a peur justement qu'on vole l'idée. Enfin, quand vous êtes sur cette partie innovation, on va parler de Clapper après, mais quand on est sur cette partie innovation, d'amener quelque chose de nouveau, alors ça peut être sur plein de choses d'innovation, mais là on va parler d'une innovation produit. On a innovation service Clapper. Ouais. On n'a pas peur qu'on nous vole l'idée, que quelqu'un arrive et se dit ah ouais c'est sympa ton truc, ah ouais, et puis il part et on le revoit plus jamais. Et en fait il le monte. Ouais. Après, moi je dis toujours, moi je partage souvent en fait les idées que j'ai.
Parce que je dis, si on partage pas les idées, on peut passer à côté d'un potentiel cofondateur, d'un potentiel client, d'un potentiel fournisseur. Et ça sert à quoi une idée si elle ne transforme pas en business model? Donc moi je partage, moi je suis plutôt dans le partage, transparence, open innovation comme on dit. Okay. Après ce qui est produit, on peut déposer les brevets. Par contre, si on parle de business model, aujourd'hui on peut pas protéger de business model, on peut pas protéger les logiciels, c'est très compliqué quoi. Les plateformes, on peut pas les protéger. Et dans ce cas-là, il faut être rapide. Il faut être rapide, agile et avancer en adaptant et en changeant le produit tout le temps, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est en partageant des idées justement qu'on peut redessiner un autre modèle ou recréer de deux innovations comme nous on est en train de discuter là, en recréer une troisième, quelque chose que si on n'avait pas échangé, ni l'un ni l'autre n'aurait pu y penser. Et effectivement, ça se co-construit. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est une chose, mais j'ai envie de dire, c'est sur un double décimètre, c'est le premier millimètre. Ah oui. Ouais. C'est l'exemple. Après, c'est un puzzle. L'entrepreneuriat, c'est comme un business, c'est comme un puzzle de 1000 pièces. L'idée, c'est la première pièce. Sérieux, à ce moment-là, c'est si peu. Oui. C'est rien. On a tous croisé un gars qui va dire j'ai eu une idée, ou alors pire, c'est tu l'as développé et puis il vient de dire mais j'y avais pensé. Oui, d'accord, super. C'est bien. Il y en a plein qui ont des idées. Hein. Mais non, mais des gars qui ont des idées. On n'a pas de pétrole, on a des idées, quoi. Ouais. C'est comme, le gars qui a des idées, c'est un petit peu comme refaire la politique au zinc d'un bar. C'est un petit peu ça, quoi. Et par contre, réussir à sortir le produit, le fiabiliser, qu'il soit compétitif, faire le marketing, réussir à le massifier industriellement, le développer au niveau international, et j'en passe et des meilleurs. Là, et tous les problèmes qui sont autour, où il faut trouver des solutions au quotidien. Et tout le cash qu'il faut pour faire ça, là, ça pique. C'est vraiment. Ok, excellent. Alors, comme on a... Vous voyez, c'est une discussion libre, hein, mais on est un petit peu débordé. On va faire notre troisième moment, où là, on va vous demander, on va justement s'intéresser aussi à Clapper, parce qu'on n'a pas parlé de Clapper encore. C'est le troisième moment, je vous donne 2 propositions, vous faites un choix parmi cette proposition, ces 2 propositions, et à tout moment, je peux vous arrêter. Donc, sur cette proposition que vous avez acceptée, entre guillemets. Vous avez choisi. Milad. Ouais. Si je te dis, là, on parle musique, mais tu vois, il y a un lien avec Clapper. Clap Your Hands, c'est Sia, ou Eric Clapton. Donc, on a un rapport au clap, et après, tu vas nous parler de Clapper. Est-ce que tu connais ces 2 morceaux? Ouais. Eric Clapton, c'est l'artiste. Bon, Clap Your Hands, elle n'est pas forcément ultra connue, mais c'est le premier morceau que Sia a fait, pour laquelle elle a été connue. Ouais. Ok. Bon, Clapper, je t'ai dit clap, forcément, c'est Clapper, on n'a pas encore parlé de Clapper. Alors, Clapper, c'est une plateforme de social commerce. Alors, social commerce, c'est un nouveau business model qui a été lancé, en fait, qui existe en Asie depuis 2015-2016. Et c'est parti, en fait, le social commerce, c'est-à-dire qu'on utilise notre réseau, l'effet réseau, pour mettre en avant et vendre des produits. Voilà. Et ça a commencé, en fait, en Chine, avec une plateforme qui a permis aux producteurs de légumes de vendre directement leurs produits à des millions de personnes. Et en fait, ils faisaient des sessions de vente en live streaming. Et en 20 minutes, ils vendaient la production de 5-6 mois de leur ferme. Ok. C'est incroyable. Donc en fait, tu promeus ces commerçants-là, ces artisans-là, par ton application, par tes logiciels, pour qu'ils se fassent connaître et qui, en gros, on sorte du mastodonte qui vend tout et qu'on arrive à avoir des plus petits commerçants qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de promouvoir la consommation locale et de montrer qu'avec le même service que les grandes plateformes. C'est-à-dire que nous, on veut faire le service de Amazon, mais pour acheter localement. C'est-à-dire on veut présenter les offres qui existent autour de nous de manière géolocalisée et avoir un service super simple à travers des contenus en plus, parce qu'on cherche la transparence quand on veut consommer. Et aujourd'hui, quand on regarde sur des plateformes e-commerce ou autres, on comprend pas d'où vient le produit. Tandis que si le producteur
fait une vidéo ou l'artisan fait une vidéo pour présenter, bah là, on a tout de suite cette confiance, cette transparence. Et en fait, on veut miser là-dessus. Donc, consommer de manière locale en donnant un outil à ces marques-là pour se digitaliser, mais vraiment facilement, et permettre aux consommateurs de voir ce qui existe autour d'eux pour dire que s'il y a un produit que je cherche, s'il existe autour de moi, pourquoi l'acheter sur Amazon ou sur d'autres plateformes et le faire venir de l'autre bout du monde, quoi. C'est vraiment ça l'idée de Clapper. Et donc là, l'innovation que tu as, c'est que tu as pris quelque chose plus ou moins existant en Chine ou qui existait, mais tu l'as adapté au marché français et pour avoir vraiment quelque chose qui n'existe pas actuellement en France. Exactement. La définition de l'innovation, quand j'écoute ça, moi, c'est l'ambition de changer les choses. Parce que c'est ça, en fait. Là, c'est l'ambition de changer les choses. Exactement. Là, ce qu'on veut faire, en plus, on va avoir une livraison. Donc, les gens pourront, les utilisateurs, acheter des produits. Alors, on veut pousser le click and collect pour éviter les envois. Par contre, on est en train de mettre en place, en partenariat avec une autre start-up, de la livraison en véhicule électrique, donc 0 émission, et en utilisant des colis réutilisables. Donc, plus de carton, plus de plastique, etc. C'est vraiment consommer de manière locale et réduire l'empreinte carbone de nos consommations. C'est ce qu'on veut faire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'innovation aussi dépend aussi de l'âge de l'entrepreneur. Parce qu'à un moment, au début, on veut innover peut-être dans le business model pour faire du cash rapidement. Mais à un moment donné, on arrive et on veut faire un business qui change les choses. Qui a un sens. Qui a du sens. Exactement. On est d'accord. Et moi, je ferais pas ça si pour mon premier business, par exemple. Mon premier business, je suis intermédiaire, je veux faire du cash, j'ai fait la boîte d'import-export. Et c'était ça. Il y avait rien, je voulais pas changer le monde. Mais aujourd'hui, et de plus en plus, on se rend compte que l'entrepreneuriat, on a vu que ça peut changer le monde, ça peut changer les habitudes. Et avec les problématiques qu'on a aujourd'hui, on est obligé de faire ça. On peut plus penser à l'entrepreneuriat juste pour faire du cash. Et on est obligé de réfléchir, même si c'est encore plus difficile qu'avant, parce que les problématiques qu'on a aujourd'hui, l'écologie, etc., on a, ça donne encore plus de challenge. On reboucle. Ouais, pour les entrepreneurs, pour innover, quoi. Oui, c'est disons que il y a une augmentation de la complexité. Effectivement, c'est pour reboucler, nous on fait de l'éco-conception dans nos produits, mais produire en éco-conçu au même prix, parce que les gens, contrairement à ce qu'on dit, ils veulent pas payer plus cher. Ouais. Ils achètent un service, un produit, et à prix égal ou inférieur. Si c'est recyclé, c'est super. Mais leur dire tu vas payer 15-20% de plus, alors tout le monde va te dire oui si on tend un micro, mais la vérité c'est que c'est non. Ouais, c'est comme ceux qui regardent Arte, quoi. Ils regardent tous Arte, mais c'est TF1 qui est dans le meilleur audimat, quoi. Ouais, voilà. Bon, on continue sur nos questions-réponses. Jean-Vincent, zone de confort ou zone d'inconfort? Alors zone d'inconfort. Mais pas pour les vaches. Mais pas pour les vaches. C'est les zones d'inconfort. Vas-y, je te bloque là-dessus. On ira plus vite sur les autres. Il faut se mettre en danger. L'innovation, c'est se mettre en danger. C'est c'est expérimenter, c'est échouer. Moi, j'ai échoué plus que j'ai réussi. Mais là où j'ai réussi, ça m'a généré plus de cash, donc je suis encore en vie. Voilà, c'est tenter, retenter, re-retenter. L'échec te fait grandir. Ouais. Et la plupart des gens, en fait, ils ont tellement peur de l'échec, une aversion à l'échec, et donc ils tentent pas. Et donc ça sera pas des entrepreneurs. Et c'est encore ça aussi, c'est une gymnastique. Mais ça, c'est culturel aussi, C'est-à-dire aux États-Unis, ils poussent les entrepreneurs à faire des erreurs. Okay. Même à l'école, ils poussent les étudiants, les gens à faire des erreurs. Il y a la phrase très connue fail often to succeed faster. Donc souvent rater pour réussir plus vite. C'est vraiment dans la culture américaine. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec d'autres cultures. On retrouve ça, par exemple, en Corée du Sud, au Japon, un peu en Chine. Mais c'est vrai que
Parfois, dans certaines cultures. En France, je suis pas. C'est beaucoup moins qu'aux États-Unis. C'est pour ça que innovation rime souvent avec internationalisation. Oui. Parce que les autres pays sont plus ouverts à... L'ouverture d'esprit des deux correspond, en fait. C'est une ouverture d'esprit, voilà. Et c'est vrai qu'en France, au niveau bancaire, si tu as échoué, ça va être plus dur. Mais même au niveau des entreprises, des collaborateurs, quand tu vas être recruté dans une boîte, si ton CV il est pas linéaire, peut-être moins maintenant, mais beaucoup, ça s'est beaucoup fait, où on va regarder ton CV, on dira ouais, t'as tenté une entreprise, ouais, ça n'a pas marché, ouais, je préfère la personne qui est bien sortie des écoles, qui allait dans le bon cursus, ça se fait beaucoup aussi, ça, sur les collaborateurs. Ça dépend des secteurs, peut-être, Jean-Vincent, hein, je te dis pas. Non, je pense qu'on est aujourd'hui, même dans les grandes entreprises, on pousse, on veut avoir des entrepreneurs. On appelle des intrapreneurs. Des intrapreneurs, exactement. Et aujourd'hui, moi, je donne souvent des cours dans les écoles de management, et je dis à mes étudiants, si vous avez une idée, il faut démarrer tout de suite. Il ne faut pas essayer d'avoir une expérience dans une entreprise, avoir un salaire confortable, parce que souvent, ils sortent des grandes écoles, ils ont des salaires confortables. Et ils vont jamais ensuite se lancer. Il faut être fou. Quand on a un salaire confortable et que tout va bien, on est jeune. Et moi, je leur dis, votre diplôme n'a pas de date d'expiration. Vous pouvez essayer de lancer un produit ou un business. Si ça marche pas, 1 an après, 2 ans après, votre diplôme est toujours valide. Hein. Vous avez acquis des compétences supplémentaires, du savoir-être. Oui, bien sûr. Milad, j'ai perdu. Oui. Instagram ou TikTok? Clapper. Plutôt Instagram. Ça peut être ton choix perso, c'est pas que par rapport à Clapper, ça peut aussi ce que tu préfères toi, c'est pas... En fait, ni l'un ni l'autre. Alors, je vais te dire pourquoi. Je trouve qu'aujourd'hui, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a lancé Clapper, c'est que la nouvelle génération, la génération Z, passe tellement de temps sur ces réseaux. Il y a tellement de choses. Alors, sur Instagram, c'est un peu plus soft, c'est un peu plus régulé. Sur TikTok, on voit des choses, et depuis que je développe Clapper, je passe du temps sur TikTok pour voir. Il y a des choses, mais on se dit, mais comment ça se fait que cette application n'est pas bloquée? Ouais, c'est clair. D'accord, à ce point-là. Ah oui. Je connais pas trop. Et moi, en fait, j'ai connu TikTok quand ça a commencé en Chine. J'étais encore en Chine. L'application TikTok en Chine s'appelle Douyin. C'est complètement différent. Elle n'est pas régulée du tout de la même manière en Chine qu'en Europe. Ah oui, et moi je l'ai vu parce que je l'ai utilisé. En Chine, déjà, il y a une limite de temps d'utilisation pour des utilisateurs qui ont moins de 13 ans, je crois. Ok, c'est bloqué si tu utilises trop l'application. Et les contenus qui sont envoyés, ce sont des contenus éducatifs. Et sinon, les parents prennent des amendes. Oui. Alors on est loin de ça quand même. Ouais, alors okay. je dis pas qu'il faut réguler, mais néanmoins éviter l'abrutissement de masse. Ils ont mis en place la vérification de l'âge par reconnaissance faciale. Ah oui. Chose qu'on pourra jamais faire. Là c'est. Mais oui, aujourd'hui on dit choisissez l'âge que vous avez. Le gamin de 13 ans, il va mettre 27 ans, et donc du coup il va avoir des contenus qui sont générés pour quelqu'un de 27 ans. Avec un algorithme spécifique. Un algorithme qui va pousser à la surconsommation. Donc, moi, je dis, de toute façon, il va falloir faire quelque chose. Il faut pour essayer de réglementer un minimum. On voit aujourd'hui, il y a certains pays qui interdisent l'installation de TikTok sur les téléphones professionnels. Je crois que c'était au Canada qu'on a vu ça. Il y a des pays qui font ça. Ils savent. Que c'est derrière. Ils essaient de protéger leur population. C'est aussi ça, le podcast, le Raclette Talk. On part aussi sur d'autres sujets, pas forcément des sujets de base, mais c'est intéressant. Jean-Vincent, sport d'équipe ou sport individuel? La prochaine fois, je le dirai encore plus vite, je pense. Sport individuel en équipe. Sport individuel en équipe. Non, mais par contre, il faut choisir, messieurs. Il y a un moment, c'est pas la vie, c'est pas. Choisir, c'est renoncer. On l'a eu il y a quelques semaines, sur un autre podcast. Ah bon, l'innovation, c'est sans concession. C'est-à-dire, t'as un objectif et tu t'y tiens. Donc en fait, un entrepreneur qui innove, c'est un gars qui choisit pas.
C'est-à-dire, il dit de toute façon l'objectif, ce sera comme ça sera pas autrement. Et tous ceux qui me disent que c'est impossible, ils sortent. Et tous ceux qui veulent m'aider, ils rentrent. Donc, grosso modo, c'est ton mental dont c'est seul. Et ensuite, c'est avec les gens, parce que tout seul, c'est impossible. Et il m'a retourné le cerveau parce que ma question au départ, je viens de la revoir, c'était sport individuel ou sport d'équipe. Il m'a retourné, quoi. Voilà, comme une crêpe. Non, mais on a compris que t'étais entre les deux, quoi. C'était ça que tu voulais dire. L'entrepreneur, comme je disais, c'est souvent... il est individuel dans un sport d'équipe. Ça et ça. C'est ça. C'est pas ça ou ça. Ouais. Donc, à chaque fois, on est au milieu, quoi. Sans aller trop loin, parce qu'on a encore 2-3 questions, oui. Mais on n'aura pas de quatrième moment. En fait, on s'adapte, on fait ce qu'on veut. Non, mais finalement, le chef d'entreprise, il est individuel parce que il est finalement un peu seul face à ses choix. Après, il peut se faire accompagner, etc. Mais il est dans un collectif. Mais malgré tout, c'est lui qui prend la décision et c'est lui qui a une vision. C'est un peu ça finalement, messieurs. C'est surtout la vision, parce que les décisions, encore une fois, on prend les décisions en discutant avec nos collaborateurs, nos investisseurs, nos cofondateurs, nos associés. Enfin, mais c'est vrai que l'entrepreneur est là pour donner en fait, pour montrer la vision, pour montrer en fait le chemin où est-ce qu'on voudrait aller. Donner le cap. Et l'entrepreneur, par contre, tout seul, il pourra rien faire. Il a besoin de son équipe, il a besoin de ses cofondateurs, ses investisseurs, ses on en revient, c'est la pièce du puzzle. Tu peux être tout seul et Bien avoir sûr, une pièce du puzzle, mais autour de toi, tu es obligé d'avoir d'autres pièces, sinon ton puzzle n'est pas fini. Milad, Chine ou France ? France. Ouais. Ah oui, bien sûr. Mais la Chine est importante pour toi. J'ai grandi, enfin, moi, oui. j'ai appris le business en Chine. Parce que j'étais ingénieur en informatique, donc j'ai monté ma boîte là-bas et j'ai appris. Et ce qui était intéressant en Chine, c'est que il y avait les Chinois avec qui je faisais du business, mais il y avait les entrepreneurs du monde entier. Donc j'ai rencontré un peu des entrepreneurs de partout dans le monde. Mais France quand même, parce que alors moi j'ai pays. déjà en Chine, je représentais la France, j'étais le représentant de la French Tech dans notre ville, le représentant de la CCI France-Chine. Et en fait, on se sent beaucoup plus français quand on est à l'étranger. Ah, bien sûr. Et quand on commence à représenter, je sais pas, une organisation, par exemple la CCI, là on se dit, on peut peut-être aider. Donc moi j'ai aidé beaucoup les entrepreneurs, les entreprises françaises à s'installer dans notre région, là où j'étais. Mais je dirais France parce que on a quand même beaucoup d'atouts. En France, beaucoup de ressources, on a beaucoup d'innovation. Parce qu'on parle beaucoup de l'innovation en Chine, mais l'innovation en Chine est vraiment, c'est une innovation de surface. C'est-à-dire que ils adaptent en fait beaucoup de nos innovations parce qu'ils vont beaucoup plus vite. Ils ont parfois beaucoup moins de résistance par les utilisateurs en fait. Donc ils peuvent innover rapidement sur la partie adaptation de nos innovations. Mais en France, on innove vraiment. On commence de fond quoi, de fond. Ce qu'on appelle de la deep tech. On a beaucoup de deep tech. Des innovations structurantes, on en a beaucoup. Donc, on a vraiment une carte à jouer. Et on s'est rendu avec le Covid qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête. Parce que moi, c'est ce que je faisais dans ma boîte. Hein. On sous-traitait la fabrication des produits pour les entreprises. Par exemple, ce produit, si tu n'avais pas les moyens de le fabriquer en France, il y a 10 ans, on allait en Asie. On allait en Asie, vous avez passé je sais pas combien de temps à faire de la R&D sur ce produit. Recherche et développement. Tout partait en Chine avant. Donc moi je dis maintenant aujourd'hui, on a subventionné la R&D chinoise pendant 20 ans. Il faut qu'on arrête de faire ça. On subventionne chez nous. Oui, il faut qu'on fabrique chez nous. C'est surtout ça. Donc on parle de réindustrialisation, moi je parle d'industrialisation. Parce qu'il ne faut pas qu'on refasse des chaussettes et des t-shirts. Il faut qu'on crée de nouvelles filières, des nouveaux produits. Et c'est là qu'on va faire la différence avec des pays qui sont avec une main-d'œuvre à bas coût. Oui, la France, le mental français, l'ingénieur français a une compréhension de la complexité
qui est reconnu à l'étranger. Par exemple, au Canada, sur tout ce qui est fluide, mécanique des fluides et toutes les frictions, ainsi de suite, etc., l'ingénieur français en plasturgie est plébiscité. Et alors pourquoi, j'en sais rien, mais on a un mental qui appréhende la complexité d'une manière assez différente des autres. Et donc oui, il y a énormément de ressources en France et il faut qu'on se concentre sur de la valeur ajoutée, parce que bon on n'a juste pas le choix. Oui. Excellent. Exactement. Jean-Vincent, vache ou cheval? Ouais, je vais faire le même coup que tout à l'heure. Je vais dire les deux. Moi, je vends pour les deux, les matelas. Donc, mais je sais pas. Ça peut être aussi l'animal que tu préfères. C'est pas forcément moi, quand j'étais, je vais dire vache parce que quand j'étais petit, moi, je montais pas à cheval. Je montais sur des vaches pour aller au champ. Celle sur laquelle je montais, c'était la 393 Régence, elle s'appelait. Et donc, pour l'emmener au champ, je montais. Et puis des fois pour, alors j'étais petit, j'avais 8-10 ans, mais donc pour c'est taquin une vache, elle se grattait un petit peu dans les ronces histoire que je me mette que tu en position. Ouais, voilà. Non, mais c'est un animal qui est hyper gentil. Bon, c'est pas un animal de compagnie parce que vu la taille des déjections, c'est un peu compliqué chez soi. Ouais, personne en a dans le jardin, mais sinon elles sont mignonnes comme tout. C'est-à-dire qu'il faut un gros sac pour ramasser dans la rue, c'est quand même oui, c'est pas évident. Oui. Milad, fromage ou dessert? Fromage. Voilà, rien de plus sur la tête. Voilà, ouais, puis c'est surtout qu'en Chine, le fromage, t'as pas la même diversité qu'en France, quoi. C'était un produit de luxe en Chine. Donc, alors des fois, on s'arrête pas, on peut continuer. Jean-Vincent, import ou export? Export. 60%. Export, comment... Moi, j'ai pas non plus. Import ou export. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est une espèce de déconnexion des continents avec le Covid, là. L'import et l'export, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Comment les routes à l'international sont complexes, mais à partir du moment où tu as une bonne compréhension du monde, comment l'import et l'export, c'est les deux. Je choisis pas trop à chaque fois que tu me poses une question, c'est un peu les deux, mais tu viens de Normandie peut-être? Non, pas du tout, mais bon, à la fin l'export, la valeur ajoutée, si tu arrives à exporter, c'est que tu as compris quelque chose que les autres n'ont pas compris, parce que ils achètent pas chez toi parce qu'ils aiment bien la France, ils achètent chez toi parce qu'il y a une valeur ajoutée. Oui, mais il y a aussi l'image de la France dans le monde. Et comment, enfin, on a de la chance pour nos exportateurs. Moi, je voyais en Chine, quand il y avait des marques françaises qui venaient, les consommateurs adoraient, parce qu'ils adoraient la France. Parce que pour eux, la France, c'est romantique, c'est la Tour Eiffel, etc. Et c'était, en fait, ils jouaient là-dessus pour vendre leurs produits. Quand tu vends au client final, oui. Oui. Quand tu vends en B2B, c'est-à-dire tu vends d'industriel à un autre industriel, là, le charme français, oui, je suis romantique, bon, ça passe déjà moins, quoi. Ouais, c'est pour le particulier, quand tu lui vends. C'est ça. Ok. Milad, digital ou figital? Donc, figital, on explique, c'est un mix entre physique et digital. Moi, je dirais figital. Là, je te bloque, vas-y, tu peux. Ouais, pourquoi? Figital, alors. Parce que un monde, dans le digital, là je parle un petit peu de la blockchain pour juste vous expliquer un petit peu, en fait. Donc la blockchain, ça garde la traçabilité de l'info qu'on met dans la blockchain. D'accord. Par contre, si cette information si on veut en fait utiliser cette technologie dans le monde réel, il faut qu'on donne à la blockchain des informations du monde réel. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais pour vérifier en fait cette information, c'est-à-dire cette connexion entre le monde physique, le monde réel et le digital, c'est le gros problème de la solution blockchain, de la technologie blockchain. Et c'est pour ça que si on combine pas les deux, donc le monde réel et le digital, c'est très difficile de sortir. Donc, t'as deux parallèles, quoi. Et l'idée du figital, donc aussi par rapport à Clapper, c'est de rassembler ces deux parallèles, de les faire se rapprocher. Oui, et puis le digital est là. Au service du monde réel, en fait. On peut pas, moi personnellement, par exemple, tout ce qui est métaverse et tout ça, tout dans un monde virtuel,
j'y crois pas trop parce qu'on a besoin en fait. On a vu. On a besoin d'une raclette, on a besoin de se retrouver, d'échanger comme ça. Bah oui, parce qu'on a cru après le Covid que tout le monde allait être dans le métaverse et faire des réunions. Mais qu'est-ce que c'est bien de se retrouver autour d'un repas pour parler d'un projet, d'un verre de vin ou une raclette. Exactement. On a besoin de ça et je pense que ce besoin-là, on pourra jamais le remplacer par du digital. Et même pour les nouvelles générations, ça sera toujours pareil. Et ça en plus, je pense que ça, c'est aussi notre rôle de transmettre à nos enfants, dire que voilà, c'est bien d'aller au cinéma, c'est bien d'aller dans les... Parce qu'on n'avait pas ça en Chine. Hein. En Chine, tout était digital. Hein. Et c'est ça, en fait, la grosse différence. Et c'est pour ça qu'aussi, on a décidé de revenir en France. C'était pour mes enfants. Jouer avec des jouets. Au lieu que ce soit que sur l'iPad par exemple. Et en fait ça on a de la chance en France parce qu'on est sensible à ça et c'est aussi notre rôle de transmettre ça aux plus jeunes quoi. Jean-Vincent, ça va être la fin, mais Delta X ou Aquaclim? Est-ce que tu peux en parler l'Aquaclim, c'est quoi? Très rapidement, parce qu'il nous reste que 2 minutes. Rapidement, on a inventé ce qu'on appelle la zoothermie, c'est-à-dire c'est comme la géothermie mais avec des vaches laitières. Alors, il faut savoir que la France a perdu 15% de sa production laitière sur l'été dernier avec les vagues de chaleur. Donc, on a un gros problème avec la chaleur et l'autonomie alimentaire en ce qui concerne le lait. Donc, le concept, c'est une vache laitière, sa température de confort, c'est 5 degrés Celsius. L'homme, c'est 26 Donc quand tu dis température de confort, c'est-à-dire que c'est là où elle se sent le mieux? Exactement. Okay. Et l'homme, c'est 26 degrés Celsius. Donc, elle a besoin d'extraire la chaleur de son corps. Nous, on fait de l'hypothermie dans le froid. Elle fait de l'hyperthermie dans le chaud. C'est-à-dire exactement l'inverse de nous. Donc, la climatisée, c'est un besoin physiologique, surtout en été. Il se passe quoi si elle n'est pas climatisée? C'est quoi? C'est parce qu'elle peut mourir? C'est le lait est pas bon? Perte de lait, perte de fertilité. Alors, pas cette année, mais en 2019, j'en avais entendu parler parce qu'il y avait plus d'humidité relative dans l'air. Dans le 44 et dans l'Orne, il y a des animaux qui sont morts de chaud, qui étaient sains, et ils sont morts de chaud. Parce qu'ils peuvent pas, ils montent en surchauffe, et donc ils meurent. Voilà. Bon, bref, on les a climatisés, et donc ça leur fait du bien. On a fait des études avec l'école vétérinaire de Nantes, ONIRIS, qui le prouvent. Des animaux climatisés à plus 30 degrés vont avoir un rythme respiratoire de 65 respirations par minute, et non climatisés, 85 respirations par minute. Donc, je veux dire, le confort pour l'animal, il est incontestable, il est scientifique. Maintenant. Au-delà de ça, on s'est rendu compte qu'on aspirait vraiment beaucoup de chaleur, entre 300 et 450 watts par animal. Et donc, on a fait comme une géothermie, on a mis une pompe à chaleur et on arrive à produire 1 kWh vache. Mais alors, du coup, ça peut paraître un peu bizarre comme ça. Mais la vache, c'est quoi? Vous les mettez quoi dans des enclos avec de la clim? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Par transfert thermique. On les met sur des matelas à eau, comme on fait pour des personnes alitées ou des grands brûlés. Voilà, c'est un matelas à eau, mais pour vache, en caoutchouc. En froid, voilà, donc elle se couche sur l'eau, ça améliore sa circulation sanguine en plus. Et on aspire son chaud avec un circuit, comme on aurait un circuit dans un clocher chauffant de maison. Et ça demande aucune énergie, type de climatisation comme on connaît nous humains avec. Aucune. Oui, en plus c'est bien pour l'environnement. Enfin, il y a pas de. Alors, au niveau impact carbone, je vais vous prendre un exemple. J'étais au salon de l'agriculture là à Paris pendant 9 jours et on a 5 devis à faire où peu importe le type de ferme, il y en a qui sont bio, il y en a qui sont pas bio, ils produisent du fromage ou du beurre à la ferme. Pour l'eau chaude, pour nettoyer le laboratoire, on va produire l'eau chaude grâce aux vaches. Et on va grâce au matelas climatique. Grâce aux aquaclim, exactement. C'est la zoothermie, on appelle ça. Et donc, on va diviser leur facture d'électricité par 3. Donc, alors, moi, je préfère parler... Là, on est dans une innovation, ça n'existe nulle part ailleurs, c'est vous qui l'avez créé, ça. On a créé la zoothermie, tout à fait. Tout ça, forcément, c'est breveté au niveau international. Ça sert à rien si vous écoutez de reprendre, c'est mort. C'est fini, le brevet, il est tombé. Oui. J'ai même protégé le mot, c'est-à-dire, si le Larousse veut mettre le mot zoothermie dans le dictionnaire, il faut qu'il me passe un coup de fil. Ah, ça n'existe pas, le mot n'existe pas de base? Le mot n'existait même pas. Je croyais que ça existait. Par contre, le concept existait, nos grands-parents, en fait, vivaient
à côté des vaches ou au-dessus des vaches, surtout dans les alpages, pour bénéficier de la chaleur des animaux. Et en fait, j'ai réinventé exactement la même chose, mes versions 2.0, et j'ai inventé le mot parce que par contre le terme n'existait pas. Ok. Donc du coup, Aquaclim. On n'a plus le temps, c'est pour ça. Du coup, Aquaclim, sinon il faut une autre heure. Super. Bon, normalement on avait un autre moment, mais en fait finalement ce dernier moment il était très intéressant. On a vraiment pu échanger ensemble. Merci beaucoup messieurs d'être venus. Donc Milad Nouri, donc c'est L2C Technology, mais Clapper. Oui. Donc là on le voit, Clapper. On peut le voir. KLA2PER. Ouais, ça va être bientôt disponible. Voilà. C'est une application. C'est une application sur Apple Store et Google Store. Promotion, donc c'est la promotion, vous l'avez bien compris, des artisans, des commerçants géolocalisés pour éviter d'acheter chez un grand américain qui commence par A avec un Z dans son nom. Exactement. De A à Z, ben non, justement de K à R. Ouais. Et puis Jean-Vincent Bioré, donc Bioré Agri. On vient d'avoir l'exemple. On a ici aussi ce qui a fait l'innovation première là pour le confort des vaches. Et puis ce que tu viens de nous expliquer avec Aquaclim, c'est incroyable. Moi je te dis, quand tu m'as expliqué ce que tu faisais, j'ai dit il faut que tu en parles, c'est obligé. Merci beaucoup. Donc notre podcast Raclette Talk se termine. Si vous souhaitez participer au prochain podcast, vous nous contactez KaiSaout, KAI2SAOUT.fr. Je suis toujours aussi bon, c'est bon. N'oubliez pas, la vie c'est comme la raclette, il faut en profiter car on n'attend qu'une chose, c'est qu'elle vienne, c'est qu'elle la vivre, c'est de la vivre en live. Et quand c'est passé, on se dit, j'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps. Bah oui, une raclette, on aimerait que ça dure plus longtemps. Merci beaucoup, des bisous, mes raclettes Bambochardes. Merci beaucoup, à bientôt. Vous pouvez dire au revoir, hein. Vous pouvez leur dire au revoir. Merci, au revoir. Et notre podcast Raclette Talk se termine donc. On espère que vous avez aimé et que vos oreilles se sont régalées. Abonnez-vous à nos podcasts et ne ratez pas le prochain épisode. Si vous avez des idées de podcasts que vous souhaitez faire, écrivez-nous sur KaiSaout.fr. Et n'oubliez pas, la vie c'est comme la raclette, il faut en profiter car on n'attend qu'une chose, c'est de la vivre. Et quand c'est passé, on se dit, j'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps. Un immense merci à vous mes petites raclettes Bambochardes, à bientôt, on vous fait un